la rentrée au mois de janvier, on repart à l'école. Nous allons donc proposer ce sujet qui s'intitule « L'école innovante ». L'école aujourd'hui n'est plus ce qu'elle était, diraient nos grands-parents. Mais enfin, ensemble, nous allons revenir sur ce qui se fait, des innovations, les avantages, les atouts, les inconvénients, les surprises parfois. 3 invités sur le plateau, une association en exergue. Merci de les recevoir avec moi. On va commencer par les dames et par la présidente, n'est-ce pas? Bonjour Laure Ungli. Bonjour. Merci d'avoir accepté de venir participer à notre émission. Vous êtes éducatrice spécialisée de profession, vous êtes la présidente de l'association KIOS. Et à vos côtés se trouve la secrétaire générale. Bonjour Marthe Guessant. Bonjour. Merci pour votre présence dans votre vie active. Vous êtes responsable de distribution. Et puis, vous n'êtes pas seule, mesdames, dans cette aventure. Il y a au moins un monsieur, en tout cas sur le plateau, c'est César Ndigo. Bonjour César. Bonjour Lydie. Vous êtes le président du conseil d'administration. Alors, quand les hommes sont dans une association, ils ont toujours les plus gros titres. Ben, on en reparlera tout à l'heure de l'association KIOS. Vous êtes de profession ingénieur en informatique. Et puisque vous avez la parole, nous allons vous la laisser. Parce que vous êtes ingénieur en informatique, alors vous avez proposé déjà des solutions innovantes au sein des écoles. En quelque sorte, oui. Mais disons, revenons déjà à KIOS. KIOS, ça veut dire Quatio Innovation, orienté vers la solidarité, qui a pour objectif de mettre l'innovation au service de l'éducation et de la santé. Voilà déjà pour la définition et pour nos objectifs au sein des KIOS. Bon, après, sur le plan plus concrètement, au niveau de l'école innovante, nous avons défini un label qui s'appuie sur 4 piliers. Le premier pilier, c'est que l'école innovante, c'est déjà l'établissement, l'état d'esprit de l'établissement, la manière dont l'établissement se comporte au quotidien, la manière de penser et la manière d'agir. Le deuxième pilier, c'est l'intégration des actions scolaires avec les actions familiales ainsi que les actions communautaires. Autrement dit, pour la réussite des élèves, il faut une combinaison de facteurs, la famille, l'école et la communauté. Le troisième pilier de l'école innovante, c'est une école qui n'exclut pas, qui prend tout le monde tel qu'il est, qui ne fait pas de distinction de sexe, d'âge, de milieu de vie ou de milieu social, qui intègre tout le monde. Quatrième pilier de l'école innovante, c'est effectivement ce que vous venez de dire, c'est les nouvelles technologies qu'on insère au sein de l'école. Merci pour ces premières précisions, César. Alors, nous allons parler plus simplement de l'école aussi. Avez-vous gardé un bon souvenir de vos années d'école, mesdames? Oui, moi, c'est bien. Qu'est-ce que vous aimiez à l'école? Ça s'est très bien passé. Oh, j'aimais lire. Oui. C'est peut-être ça qui m'a poussée aussi dans le KIOS. J'aimais bien lire. Et j'avais des parents enseignants qui n'avaient pas le choix. Quand on a les parents enseignants, c'est vrai qu'on est un tout petit peu obligé d'aimer l'école. On n'avait pas le choix, donc oui. Voilà. Mais ma passion, c'était la lecture. Peut-être que mon agent de poche, à l'époque, parce que j'ai un peu grandi au Cameroun, ma mère nous donnait nos allocations familiales et moi, ça me servait à acheter mes livres, toute petite. Tout simplement. C'est un bon investissement. Oui, un très bon investissement. Donc, je tiens aux livres. Marthe Guessant, qu'est-ce que vous n'aimiez pas à l'école? Oh, je dirais un peu le calcul. Et pourquoi? Oh, je suis pratiquement de la même famille d'enseignants. Donc, du coup, les parents, c'était plus... l'accent était beaucoup plus mis sur tout ce qui était littéraire, en fait. Alors, si nous posons ces questions, c'est que c'est bien qu'il y ait des innovations pour les élèves dans les écoles, mais la réalité aussi, c'est que la question qu'on ne se pose pas nécessairement, c'est est-ce que les enfants trouvent à l'école ce qu'ils voudraient y trouver? Qu'est-ce qui vous a manqué? Vous n'aimiez pas le calcul, vous aimiez la lecture. Qu'auriez-vous voulu avoir que vous n'avez pas eu au sein de l'école, peut-être? Ah, qu'est-ce que j'aurais voulu avoir? Ou peut-être une tablette ou un ordinateur, parce que nous, à notre époque, il n'y avait pas d'ordinateur. Mais cela vous a-t-il vraiment manqué, vraiment? Oh, je pense que ça aide aujourd'hui quand même. Ça aide beaucoup. Ça stimule l'esprit, ça stimule beaucoup. Moi aussi, je n'aimais pas les maths. J'ai eu du mal à maths, donc oui, ça aide. Vous auriez voulu avoir une calculatrice, hein, parce que quand on n'aime pas le calcul, si on peut y aller plus vite sans avoir à compter... Oui, c'est bien.
Madame, monsieur, je ne sais pas si vous êtes de l'époque où nous avions des bâtonnets pour pouvoir compter. Il n'y avait pas de calculatrice, on ne rêvait même pas d'en avoir une. On ne pensait même pas du tout à ce qu'on appelle aujourd'hui tablette électronique. Et on réussissait pourtant ses études, bon an, mal an, on n'aimait pas. Alors, on comptait les coups de chicotte sur le derrière. Ça aussi, ça fonctionnait pas mal. Alors, César, on va parler de l'élève que vous avez été, plutôt du cadre même, au sein duquel vous avez fait vos études quand vous avez été petit. Est-ce qu'il y a des choses, quand vous faites le comparatif avec aujourd'hui, qui vous ont manqué, que vous auriez voulu avoir? Bon, il faut déjà savoir que moi, j'ai fait mes études en milieu rural, jusqu'en classe de 3e, à Lulodorf. Ensuite, j'ai fait mes études à Douala, au Cameroun, au collège Liberman. Donc, je connais à peu près les difficultés. Alors, en zone rurale. En zone rurale... Bon, combien assis sur les tables? Combien étiez-vous assis par table, déjà? 4 à 5. Sur des tables de combien? Sur des tables de 6, ou peut-être plus, peut-être moins. Nous, on était 3 sur les tables de 2. Bon, on était déjà 4 à 5 sur les tables. Total, peut-être 80 en tout, dans une même salle de classe. Et ce n'était pas évident pour un professeur. C'est toujours les meilleurs qui répondaient aux questions. Et vous, en tant qu'élève, comment avez-vous vécu cela? Disons, on ne se pose pas cette question-là quand on est en 3e. C'est comme ça et c'est comme ça. Bon, on subit. Oui. En fait, on subit. Bon, on n'a pas... Mais est-ce qu'on sait qu'on subit? Parce que peut-être qu'on ne se... Comme vous le disiez, on ne se pose pas la question. Parfois, c'est frustrant pour un élève qui veut peut-être répondre à une question et que le professeur, le maître, interroge notre personne. Ah non, mais moi, c'était l'inverse. Pourvu qu'on m'interroge pas, pourvu qu'on m'interroge pas. Oui, justement, c'est ça qui fait la différence aujourd'hui. Et justement, quand nous, on propose des solutions, c'est justement pour faire participer tout le monde. Oui. Parce qu'on est parti du constat que nos écoles, nous avons beaucoup d'élèves au sein des établissements, au sein d'une même classe. Donc, le professeur n'a pas la possibilité de faire intervenir tout le monde. Donc, du coup, nous avons créé une solution logiciel qui permet aujourd'hui à l'enseignant de pouvoir faire intervenir tout le monde, faire participer tout le monde. En tant qu'ancien élève, j'ai envie de dire que votre solution empêche à certains de pouvoir se planquer désormais. Ah oui, c'est ça exactement. On ne peut plus se cacher derrière les autres qui répondent. On ne peut plus dormir surtout. On ne peut plus dormir en classe. Bon. Alors, est-ce que c'est l'ingénieur informatique que vous êtes qui a conçu cela? Comment en êtes-vous venu à la conception de cet outil? Bon, disons, l'idée ne vient pas forcément de moi. L'idée vient d'un programme qui s'appelle RETIS, Réseau, Énergie et TIC pour l'éducation, qui a été mis en place par le docteur Victor Agbenyonyo, qui est franco-togolais. Donc, il m'a contacté pour développer cet aspect en tant qu'ingénieur informaticien. Donc, j'ai donc eu à concevoir la tablette dans sa configuration technique. Et vous ne l'avez pas ramenée ici pour qu'on puisse la montrer à nos téléspectateurs? J'ai pas pensé. Ah, les ingénieurs. Hein. Bon, alors allons-y. Donc c'est à ce moment-là que j'ai donc conçu la tablette, les applications qui vont dans la tablette, qui partent des applications d'une bibliothèque pour pouvoir consulter les bouquins numérisés, une application pour permettre aux élèves de participer, et d'autres applications qui sont un peu plus des calculatrices, etc. Alors, vous qui parliez de livres tout à l'heure, une application comme celle-là, c'est une aubaine? Forcément une aubaine? C'est forcément une aubaine pour surtout les élèves en zone rurale qui, eux, n'ont pas la chance d'avoir des parents aux bibliothèques. Et surtout, même les livres scolaires. C'est-à-dire que les parents n'ont pas assez d'argent et ils ne peuvent pas acheter tous les moyens scolaires. Donc, si tous les livres sont numérisés dans une tablette, tous les élèves ont accès, ils peuvent étudier tranquillement. Alors, combien coûte en moyenne, comment fait-on pour acquérir la tablette? Est-ce que c'est l'établissement qui met la tablette à la disposition des élèves ou est-ce que c'est chaque parent qui doit pourvoir à ce que son enfant ait une tablette? Pour l'instant, un kiosque fournit les tablettes à l'école. D'accord. Voilà. Vous êtes donc une association très riche, Madame la Présidente. Non, on n'est pas. Justement, on aimerait bien être aidé. Parce que pour l'instant, on n'est pas encore dans des grandes villes. On est encore dans des zones rurales, des villages, qui n'ont pas beaucoup d'effectifs, en fait. Donc, c'est encore gérable. On peut encore, par nos petits moyens, essayer de faire des choses, mais... Mais à combien revient, juste pour que tout le monde comprenne, à combien revient à l'association une tablette en moyenne? Monsieur l'ingénieur peut mieux répondre parce que c'est lui qui... Une tablette... On revient en moyenne à 150 € à peu près.
ça va, c'est abordable. Oui, c'est abordable. Il suffit, mesdames, de ne pas acheter 2-3 sacs de marque. Exactement. 150 €. Bon, il faut voir que on essaie de presser un peu sur les coûts. Bon, on a des fournisseurs chinois qui fabriquent le matériel. Bon, on a nous-mêmes, on développe nos logiciels, donc du coup, ça nous permet en fait de réduire le coût de revient, en fait, le coût d'acquisition de la tablette. Mais comme le disait la présidente, aujourd'hui, c'est Kios qui fournit les tablettes au sein des écoles. Alors, Marthe Guisson, pourquoi avez-vous accepté de rentrer dans cette aventure? Déjà, dans un premier temps, parce que c'est d'abord du social. Et on se dit que si nous avons eu la possibilité d'être au stade auquel nous sommes aujourd'hui, il faut aussi pouvoir tendre la main à d'autres personnes qui ont ce potentiel, mais qui ont juste besoin d'un coup de main pour pouvoir évoluer dans la vie. La question qui se pose parfois au sein des associations, c'est que les initiatives sont portées par ceux qui les initient et parfois le premier travail de terrain se fait dans leur pays d'origine. Je rappelle que vous êtes de la Côte d'Ivoire et vous du Cameroun. Cela vous interroge-t-il que le premier terrain d'application ne soit pas en Côte d'Ivoire pour l'instant? Non, ça ne me dérange absolument pas. Vous êtes optimiste? Bien sûr. Et je sais que ça ne s'arrêtera pas seulement ni au Cameroun ni à la Côte d'Ivoire, oui. Mais Kios s'adresse à tous les enfants du monde, en fait, dans les zones rurales. Alors, quel est l'accueil qui a été réservé par ces enfants voilà, on a l'habitude d'avoir son cahier, son stylo, on se débrouille comme on peut, et un jour, la mère Noël, le père Noël arrive sous la forme de votre association. Quelle est la réaction des enfants? C'était incroyable. Enfin, c'était pas que les enfants, c'était les parents. Non, mais les parents, bon, ils sont contents et tout, mais les enfants surtout. Les enfants, ils étaient très émerveillés. Et quand on voit leur regard, ça donne envie de continuer. Ils étaient vraiment... D'abord, ils ne comprenaient rien. Et en plus, quand ils commencent à manipuler, ils sont... C'est vraiment l'ardoise magique, hein, exactement, comme on disait dans le temps. Oui. Mais là, dans un premier temps, on n'a pas commencé avec comment on appelle ça, les cahiers sur les tablettes. On a juste commencé par numériser les monnaies scolaires. Et ils ont aussi eu des cartables parce qu'ils sont encore au niveau de l'apprentissage. Donc, ils ont quand même eu des cartables et des stylos. Mais il y a quand même la tablette qui permet de lire les cours. Et ça, c'est impressionnant. Bon, alors la question de maman, quand on perd sa tablette, parce que quand on perd pas tout son cartable normalement, on peut perdre un livre ou 2 livres. Mais là, quand on perd la tablette, on a tout perdu. Sauf que là, je me permets de reprendre, la tablette, elle reste pas, les enfants ne ramènent pas les tablettes à la maison. La tablette reste au sein, à la maison, à l'école. Voilà, oui. Il s'est fermé, il s'est bien gardé là-bas. Alors, parlez-nous de cette aventure-là. Je voudrais rappeler qu'en allant sur votre site internet ou votre page Facebook, nos téléspectateurs pourront découvrir le lien pour voir le reportage qui a été fait par France 3. Il y a quand même quelque chose de concret, c'est l'accès, la connexion du réseau, parce que ça n'est pas tout que d'avoir une tablette pour fonctionner, il faut une connexion. Et tout le monde sait bien que sous les tropiques, il y a ce qu'on appelle, pour sourire, le détestage, pour ne pas dire le délestage. Alors, quand il n'y a pas de jus, comment fait-on pour que cela fonctionne? Nous, on est parti du principe qu'il n'y a pas de jus dans les zones rurales chez nous, disons en Afrique. Donc, c'est pour ça qu'on a une approche globale, à savoir, on ne peut pas déployer de l'informatique s'il n'y a pas de l'énergie. C'est pour ça qu'il y a une grosse composante énergétique basée sur le solaire qu'on déploie au sein de l'établissement scolaire, c'est-à-dire le prérequis technologique. Déployer une infrastructure solaire qui permet donc d'avoir de l'énergie qui va faire fonctionner les appareils. Est-ce que c'est aussi simple que cela? On sait très bien qu'il y a beaucoup de soleil en Afrique, mais que jusqu'à présent, les panneaux solaires ne sont pas autant vulgarisés. Et cela est une vraie question déjà. Pourquoi pensez-vous qu'ils en sont ainsi? Qu'ils ne soient pas vulgarisés, c'est une chose, mais bon, aujourd'hui, la technologie évolue, elle est assez avancée. Et elle coûte moins cher. Donc on peut aisément aujourd'hui, très facilement, déployer les panneaux solaires sans difficulté particulière. Il faut donc des panneaux solaires pour faire fonctionner les tablettes à l'école? Oui, il faut les charger, il faut les recharger, les tablettes. Si on les laisse sous le soleil, exposés au soleil, ça se fait tout seul ou est-ce qu'il faut passer par le... Non, il faut nous expliquer, que tout le monde comprenne bien le système. Non, les tablettes, ça reste quand même des appareils comme le téléphone. Il faut aller sur un dispositif pour recharger, sur une prise. Il faut brancher sa tablette et laisser charger. Au-delà de tous ces aspects techniques, mesdames, qu'avez-vous envie de partager avec nos téléspectateurs sur cette belle aventure dans laquelle vous êtes embarquées chacune? Oh, qu'est-ce que j'ai envie de partager?
Ne dites pas que vous n'avez rien à nous en dire. Moi, je dis aux gens d'adhérer à KIOS. Ce KIOS a besoin de membres dynamiques et qui apportent de l'innovation. Et on a surtout besoin de gens qui nous soutiennent, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et c'est vrai que les panneaux solaires, on peut en mettre partout, mais ça coûte, c'est beaucoup d'argent. Et si on n'est pas soutenu, on ne pourra pas faire grand-chose malgré la bonne volonté et tous nos efforts. Depuis combien de temps déjà avez-vous commencé à mener cette action? La première action, elle a commencé en juillet 2015. 2015. Oui, et on repart en juillet 2016. Là, on a commencé avec une seule école. Et en juillet 2016, on a 6 écoles. On espère que ça ira et on va être soutenu. Alors, on va parler quand même d'une question qui nous préoccupe dans l'Idi vous écoute, c'est la question du genre. On sait bien que quand on parle de l'éducation, souvent les filles ne sont pas aussi nombreuses que les garçons dans les salles de classe. L'avez-vous constaté? Que pensez-vous qu'il puisse être fait et en quoi est-ce que ce que vous apportez pourrait accompagner cette démarche volontariste à l'endroit des filles, la scolarisation des filles? Oui, comme je l'ai évoqué au début de l'émission. Pardonnez-moi, Monsieur Digo, j'aimerais bien que les dames répondent quand même à cette question, tout de même. D'accord. Tout à l'heure, comme le disait bien Monsieur Digo, en fait, le but de KIOS, c'est aussi de pouvoir aider, non seulement par les garçons, mais ça ne crée pas de séparation, en fait. Oui, ça prend en compte... Oui, ça prend en compte, ça veut dire que toutes les classes d'âge, pardon, je veux dire les enfants, ça prend en compte toutes les ethnies, ça prend en compte tous les sexes. Alors, les jeunes filles, aujourd'hui, notre politique, c'est quoi? On sait qu'en Afrique, les parents ne scolarisent pas beaucoup plus les filles. Pourquoi? Se disant qu'il n'y a pas suffisamment de moyens. Ils préfèrent mettre l'accent sur les garçons. Alors qu'avec la technologie, l'éducation innovante que KIOS met en place, ça veut dire que nous donnons la possibilité aux parents de pouvoir aussi donner cette possibilité aux filles, au même titre que les garçons, de pouvoir recevoir l'éducation. Encore que moi, j'ai vu dans les villages où on a commencé cette année, il y a beaucoup de filles. Hein. Il y a beaucoup de filles. Il y a beaucoup de filles parce que les filles sont plus nombreuses? Ou est-ce parce que désormais... Non, il y a beaucoup de filles, peut-être parce qu'elles sont plus nombreuses, mais dans les classes, il y avait beaucoup plus de filles que de garçons. Et elles travaillent très bien. Il y avait beaucoup de filles. En 6e, ceux qui sont allés en 6e, c'est majoritairement les filles. Alors, une initiative comme celle-là, est-ce que c'est une invention que, comment dirais-je, est-ce que c'est une première ou est-ce qu'en regardant dans ce qui se fait dans le monde, en Inde ou sur d'autres cieux, la tablette électronique au sein des écoles, c'est déjà quelque chose qui est en vigueur? Oui, c'est déjà quelque chose qui est en vigueur, ce n'est pas une innovation. Enfin, ce n'est pas une... Vous n'avez pas inventé l'eau chaude? Non, on n'a pas réinventé la roue. Mais par contre, là où il y a l'invention, c'est cette globalisation, c'est-à-dire cette approche globale qu'on met en avant. C'est-à-dire on ne laisse rien. Ce n'est pas une partie du chemin. On prend vraiment tout. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ça vient un peu de l'initiative RETIS, Réseau, Énergie, TIC pour l'éducation. Donc, il y a du réseau, il y a de l'énergie, il y a des nouvelles technologies. Donc, c'est vraiment une approche globale aujourd'hui qui intéresse tout le monde. Bon, la plupart, si je vais peut-être citer un concurrent, si je peux. Samsung, qui a à peu près le même dispositif, mais n'a pas la même approche globale. Ils préconisent des tablettes, ils ont des tablettes, certes, mais ne réfléchissent pas sur comment faire fonctionner les tablettes. Nous, on a pris le problème du bout en bout. On s'est dit, bon, il faut déjà de l'énergie, il faut de l'Internet, et il faut du réseau derrière. Wi-Fi, par exemple. La question que se posent les parents, c'est que lorsqu'on apprend à lire et surtout à écrire autrement qu'avec son stylo et un papier, les fautes sont plus nombreuses parce que la machine corrige les fautes. Est-ce que cela vous interroge aussi? Parce que l'apprentissage se fait ainsi. On écrit avec des fautes, la machine souligne qu'il y a une faute, donc on sait qu'il faut corriger. Mais quand on doit faire de la production écrite soi-même, on est à l'abri de rien. Voilà un vrai problème. C'est vrai, c'est pour ça qu'on n'a pas voulu cette année commencer avec les cahiers électroniques. Donc, ils ont encore les cahiers, les vrais cahiers, pour que l'enseignant puisse bien corriger et que l'élève aussi apprenne à bien écrire le mot. Et je pense que c'est au collège qu'on verra quand ils sont bien initiés, hein,
Comment est-ce que, voilà. Mais à l'école primaire, on a fourni un cartable avec plein de cahiers. Ils ont tous les cahiers, donc ils écrivent encore, ils font encore la dictée. Ils font encore la dictée. Fort heureusement. Alors, quel est le lien qu'il y a entre cette initiative et la santé? Vous avez évoqué la santé tout à l'heure. Quel est le lien qu'il y a entre les deux? Oui, c'est la santé qui est aussi, s'interroge aussi sur les questions de santé. Le lien avec la santé, c'est qu'on a les mêmes problématiques. C'est-à-dire on a toujours une fracture sociale entre les grandes villes et les zones rurales. C'est déjà le premier point de rapprochement. Aussi bien au niveau de l'école, de la même manière au niveau de l'école, on a une fracture entre les écoles situées en milieu rural et les écoles situées en centre urbain. Sur le plan médical, c'est exactement la même fracture, du fait justement du manque de moyens, de la pauvreté, du manque d'infrastructures pour pouvoir y apporter des solutions idoines. Est-ce qu'on pourrait envisager que cette tablette-là puisse servir, par exemple, dans le cadre de l'alphabétisation? Parce qu'il y a des adultes dans les zones rurales qui n'ont pas eu la chance d'avoir été scolarisés. Est-ce que c'est un outil que vous voudriez mettre à la disposition de ce public-là? Oui, ça sera mis à la disposition parce qu'on intègre les familles justement dans l'éducation des enfants. Comment faites-vous? Comment procédez-vous? Et comme en région rurale, évidemment, beaucoup de parents n'étaient pas à l'école. Donc les tablettes servent aux élèves, enfin les tablettes et les ordinateurs servent aux élèves en semaine. Et le week-end, les parents seront initiés aussi le week-end. L'école ne ferme jamais, en fait. Oui, l'école ne ferme jamais, mais ce n'est pas les mêmes enseignants, c'est d'autres éducateurs qui formeront les parents. Parce qu'on a besoin d'eux pour la réussite de leurs enfants. Est-ce que vous avez la main mise sur le contenu? Parce que c'est bien de numériser le programme scolaire, mais est-ce que vous pouvez orienter ou faire en sorte qu'il y ait désormais tel ou tel contenu qu'il n'y avait pas dans le... Justement, on ne peut pas parce qu'on ne peut pas changer l'éducation nationale, d'où la numérisation. Parce qu'on aurait pu simplement décider de mettre les livres à l'école. On ne sait pas à quel moment seront changés les programmes. Donc, comme on ne maîtrise pas les programmes, numériser, c'est encore plus facile pour nous. Qui sont vos partenaires dans cette démarche? Nous avons beaucoup de partenaires. Des partenaires déjà techniques. Comme j'ai dit tout à l'heure, nous avons des partenaires en Chine. Nous avons des partenaires en Israël, nous avons des partenaires en France, sur différents domaines. Pardonnez-moi, sur la question des partenaires, ceux que vous citez, est-ce que vous êtes en train de nous dire que si vous avez des partenaires en Chine, c'est parce qu'en Chine, déjà, ce processus est largement répandu? Non, pour nous, ce qui nous intéresse en Chine, c'est la fabrication des tablettes. D'accord. Donc en Chine, en Israël, et vous disiez? En Israël et en France aussi. Oui. Nous avons des partenaires. Maintenant, les partenaires, financiers, économiques, nous sommes en train de faire des démarches auprès de la Banque mondiale pour nous aider, parce qu'ils sont très sensibles à la problématique posée par Kios. Nous sommes en train de négocier avec d'autres partenaires sur le plan médical, avec le centre, le groupe d'études en préventologie de Bordeaux, que nous avons rencontré il y a 2 semaines, qui vont aussi nous aider. Il y a des connexions qui vont être établies avec l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, sur le plan volet santé. Donc voilà un peu les orientations, les perspectives à moyen terme. Alors, à mi-chemin entre l'école et la santé, il y a ceux des élèves qui compilent la situation et d'élèves et de personnes en situation parfois de handicap, parce que parfois ce sont des élèves malvoyants, non-voyants ou porteurs de tout autre handicap. Comment est-ce que ce que vous apportez cible et répond à leurs besoins, à eux précisément? Parce que ça n'est pas tout d'avoir une tablette. Y a-t-il des tablettes spécifiques pour telle ou telle sorte de handicap, de manière à ce que ces élèves-là aussi puissent être scolarisés normalement? Marthe? Dans un premier temps, je dirais pour le moment, non, on ne peut pas encore développer cet aspect. Mais pourquoi pas, c'est envisageable. Oui, disons on n'a pas développé spécifiquement les tablettes pour les handicapés, mais nous intégrons quand même un volet médical au niveau de l'établissement scolaire, en essayant de donner à chaque élève un carnet de vaccination électronique et perpétuel, qui va donc permettre de suivre la santé des élèves. Un carnet de vaccination perpétuel et électronique. Électronique.
C'est-à-dire qu'arrivé à 45 ans, on n'a pas perdu son premier Jamais. carnet de vaccination. On n'a pas perdu. On garde sa trace vaccinale jusqu'à sa mort. Alors, quand on parle de numérisation, hein, on parle aussi de Big Brother, tout est maintenant numérisé, on sait qui on est, où on est né, où est-ce qu'on va. N'y a-t-il pas une certaine intrusion, finalement, dans la vie, le vécu des uns et des autres? Est-ce que cet aspect-là vous interroge ou pas? L'intrusion est déjà là. Bon, il faut vivre avec. On ne peut plus, c'est parti. Et la traçabilité, c'est-à-dire qu'on sait où est-ce que vous êtes né, où est-ce que vous avez fait vos écoles, quelles sont les notes que vous avez eues, avec quel enseignant vous avez palabré, c'est une lourde responsabilité. Comment faites-vous pour numériser d'ailleurs? Parce qu'on sait que vous êtes ingénieur, mais comment faites-vous? Combien de temps faut-il pour numériser tout le programme scolaire d'un établissement? Disons, ce n'est pas tellement le programme scolaire d'un établissement. Le ministère, je pense que le ministère de l'Éducation, chaque année, définit un programme, définit les manuels qui vont être utilisés. C'est sur la base de ces manuels-là qu'on va numériser. En combien de temps? Ça peut aller vite, ça peut être une semaine, ça peut être un mois, ça dépend du volume. Bon, par exemple, au Nigeria, il s'agit de numériser 80 livres. 80 livres, bon, ça a pris à peu près 2 ou 3 semaines. Numériser en passant par un scanner, c'est donc cela? Oui, bon, maintenant je vais revenir sur la technique de numérisation, mais s'il faut revenir sur... Pour que tout le monde comprenne, sinon on penserait que vous êtes des magiciens. Non, c'est pas de la magie. Bon, on a un bouquin, on achète un bouquin dans le marché, on le casse, enfin, on le coupe en petits morceaux, on le met dans la machine, il le duplique, il le numérise. Voilà qui est dit, nous ne voulons pas livrer tous les secrets de fabrication, mais voilà, nous voulons donc vous laisser le soin pour finir cette émission de lancer un appel à nos téléspectateurs. De quoi avez-vous besoin? En allant sur votre page Facebook, en marquant donc Kiosque IOS, on peut retrouver ce que vous faites, mais de quoi avez-vous besoin? Marthe, on va faire un tour de table pour finir. Moi, je lancerai un appel, je dirais, à tous les Africains, en priorité, parce que nous avons besoin de développer le continent. Et la possibilité, à travers Kiosque, leur donner de pouvoir s'exprimer, pour pouvoir donner un coup de main, pour pouvoir soutenir ces enfants qui sont dans des zones rurales, qui ont aussi besoin de pouvoir sortir la tête, je dirais, de l'eau. Non. On a besoin de beaucoup de choses. On a besoin de tout, hein, de tout ce qui est scolaire, d'argent, peu importe la somme, 5 euros, 10 euros. Vous avez le mot de la fin, César? Oui, disons, bon, ce qu'on n'a pas précisé au niveau des kiosques, c'est que kiosque, c'est déjà une association expérimentale. C'est-à-dire nous, on est là pour expérimenter et de tirer des enseignements. Ensuite, ces enseignements sont donc diligentés vers les pouvoirs publics pour pouvoir élargir les expérimentations, en fait. Nous, on expérimente et puis on demande au pouvoir public de prendre le relais. C'est un peu aussi notre approche du problème. Merci d'avoir accepté de venir nous présenter ce que vous faites. En tout cas, nous espérons que nos téléspectateurs ont compris l'intérêt de pouvoir passer à cette innovation. C'est le cas de le dire. Notre adresse internet, Lady vous écoute, @telesud.com. Vous avez d'autres questions pour nos invités. Merci de nous écrire si vous voulez participer à notre émission. À demain.